Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un acteur politique de premier plan. Il nous vient du Niger. Il est ministre d'État à la présidence de la République de son pays. Il est aussi et surtout président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS. Monsieur Mohamed Bazoum est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le PNDS, votre parti politique, vient d'investir son candidat à la prochaine élection présidentielle en la personne du président sortant, M. Issoufou Mahamadou. Alors, sur quelle base vous avez choisi celui-là pour être votre candidat? M. Issoufou a été le président de notre parti depuis 1990, l'année de sa création, et il est demeuré jusqu'en 2011, l'année où il a été élu président de la République. La Constitution du Niger lui faisant obligation de cesser toute activité politique militante, il s'est retiré du parti dont j'ai pris les commandes. Nous avons pensé que de même qu'en 93, 96, 99, 2004 et 2011, c'était le président Issoufou qui avait toujours été notre candidat et qui avait porté les couleurs de notre parti. Cette année, nous avons encore plus de raisons pour qu'il en soit ainsi. Alors, quels sont ses atouts de manière précise? Ses atouts, c'est d'abord sa personnalité, ses capacités à tous égards qui lui sont reconnues par les militants de notre parti et les Nigériens de façon générale. Son leadership à la tête de notre parti et son leadership à la tête de l'État du Niger. Son premier atout, c'est d'avoir fait de notre pays un îlot de paix dans un océan, comme j'ai dit, d'instabilité et de turbulence dans notre sous-région. Ne perdez pas de vue que le Niger se trouve entre le Nigeria, en proie à Boko Haram, dans la partie qui est la plus proche de notre pays, le Mali, en proie à une situation depuis 2013-2012 déjà bien connue, et en particulier dans l'espace qui est frontalier avec notre pays, et enfin la Libye, qui n'a plus d'État depuis 2011. Voilà un peu ce qu'est notre environnement, mais nonobstant cela, nous sommes un pays où le sentiment de sécurité chez les citoyens s'est développé considérablement du fait des mesures qui ont été prises par le président Issoufou. Des mesures qui ont eu surtout une fonction anticipative et qui nous ont mis à l'abri de ce qu'auraient pu être les conséquences de la déflagration en Libye. Oui, mais monsieur le ministre, vous dites que le président de la République a fait de ce pays un îlot de paix. Le Niger n'était pas en guerre quand même, qu'on sache. Non, le Mali est en guerre, la Libye est en guerre, le Nigeria est en guerre. Et donc il s'est évertué à entretenir le climat de paix qui existait. Nous avons instauré un sentiment de sécurité en particulier. Nous avons mis notre pays à l'abri des velléités de Boko Haram. Nous l'avons mis à l'abri de ce qui aurait dû être les conséquences sur le Niger de l'éclatement de l'État libyen et de sa disparition. Parce que le phénomène de l'irrédentisme qui s'est manifesté en 2012-2013 au Mali avait encore plus de raisons de se manifester au Niger, n'étaient notamment les mesures qui avaient été prises par le président de la République. Nous avons, dans un environnement marqué par l'instabilité et l'insécurité, agit de façon à renforcer le sentiment de sécurité chez nous et assurer la stabilité de notre pays. Ça, c'est un des atouts du président, entre autres. Donc, le président a réussi à maintenir le climat de paix qui existait. Le président a empêché également les terroristes de venir s'installer. Bien entendu, c'est tout à son honneur. Mais autre chose aussi, autre chose en termes de bilan, qu'est-ce que vous mettez en avant encore? Ce que nous mettons en avant, ce sont les nombreuses infrastructures qui ont été construites dans le domaine des télécommunications. L'emblème, si vous voulez, l'acquis emblématique du mandat du président Issoufou, ce sera le chemin de fer qui va nous relier au Bénin d'abord, puis à la Côte d'Ivoire ensuite. Vous imaginez que pour un pays aussi vaste que le nôtre et si enclavé, qui a par ailleurs des atouts minéraliers, il était absolument indispensable que nous ayons un chemin de fer. Nous n'en avions pas un seul kilomètre. Nous sommes un des rares pays au monde à être dans cette situation. Nous avons mis fin à cette aberration, ce qui était... Vous avez mis fin ou bien vous tentez d'y mettre fin? Oui, nous avons construit déjà le chemin de fer sur plus de 130 km. C'est déjà une avancée. Parce que là-dessus, vos opposants ne vous font pas de cadeaux, hein?
par rapport à ce que vous avez fait en matière de rails, de pose de rails, en matière de construction d'un chemin de fer, ils sont assez critiques par rapport à ce qui a été fait. Oui, ils sont assez critiques parce qu'ils n'auraient pas voulu que ça se passe. Je pense que c'est un combat d'arrière-garde. Pour quel intérêt n'auraient-ils pas voulu? Parce qu'ils en profitent aussi, non? Tous les citoyens en profitent. Mais je n'en sais rien, mais je vous justement poserai la question. Quelle raison on peut avoir d'être contre le chemin de fer aujourd'hui au Niger? C'est ça la question qui se pose. Je pense qu'ils sont dans une logique mesquine, tout simplement. Parce que ça relevait du rêve au Niger. Que ça se réalise, ils n'en sont pas contents et ils se mettent à dénigrer le projet lui-même et l'objectif par conséquent. Mais je vais vous citer ce que certains pensent, hein, notamment les opposants. Je vais citer une phrase prononcée par l'un de vos opposants lors d'une interview. Je veux parler surtout de M. Ama Amadou qui dit, je ceci, citation, « C'est quoi ce train qui quitte Niamey pour Dosso? C'est pour transporter des nattes et des pintades. En quoi peut-il contribuer au développement socio-économique du Niger? J'aurais compris que le tronçon Niamey-Parakou soit construit en priorité parce que cela rapprocherait les marchandises transportées depuis le port de Cotonou. Mais le tronçon Niamey-Dosso, ce n'est pas un train, c'est une mystification, une duperie. En plus, les rails sont complètement gondolés. » Fin de citation. Oui, ben, là, il n'a qu'à poser la question à M. Bolloré, qui a mis $1 milliard dans ce projet-là. Il a décidé de commencer à partir de Niamey et aller vers Parakou, de même qu'il doit réhabiliter le chemin de fer qui commence à partir de Cotonou pour arriver à Parakou. Il va travailler sur les deux fronts en allant de Cotonou vers Parakou et en partant de Niamey vers Parakou. Mais il y a deux faits qui sont évoqués dans cette phrase que j'ai citée. Premièrement, pourquoi n'avoir pas commencé par le tronçon le plus cher aux Nigériens? Et deuxièmement, est-ce que la qualité est toujours au rendez-vous? C'est cela. Je vous fais remarquer qu'il n'y a plus pratiquement de chemin de fer entre Parakou et Cotonou. Et M. Bolloré, l'entreprise Bolloré, s'est proposé de réhabiliter le tronçon en commençant par Cotonou. Je pense que moi, je suis malvenu pour faire des remarques techniques dans l'ordre des priorités que peut dégager une entreprise dans le travail qu'elle va faire. Non, ce n'est pas le Niger qui décide, c'est une question totalement technique, celle-là. Il n'y aura pas de marchandises qui viendraient de Parakou parce qu'on aurait fait le tronçon à partir de Parakou puisque le chemin de fer entre Cotonou et Parakou ne fonctionne pas. Il faut réhabiliter le chemin de fer Parakou-Cotonou, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils convergent à partir de Niamey vers Parakou. Je pense que ça, ce sont des questions techniques qui ne sont pas de l'ordre des choses sur lesquelles il faut avoir une opinion politique. On va évoluer dans cette émission et parler d'autres aspects du bilan, hein, parce que les opposants estiment que le bilan est catastrophique, enfin, serait catastrophique, je préfère mettre ça au conditionnel, avec un délestage permanent, des tentatives récurrentes de fragiliser l'opposition et de contrôler toutes les institutions du pays. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Sur quoi? Le délestage? Le délestage d'abord. Vous êtes à Niamey, je crois, ça fait quelques jours. Vous avez constaté de pouvoir contrôler les institutions également du pays. Vous mettez ensemble des problèmes qui sont totalement hétérogènes. Bien entendu. Parlons alors des délestages. Aujourd'hui, il y a délestage ou pas? Il n'y a pas de délestage. Ah bon? Bien entendu, pour toute personne qui vit au Niger aujourd'hui, il y a eu des coupures. Que vous êtes là en cette saison. Il y a eu des coupures un certain nombre de fois quand même. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas dans quel quartier vous êtes. Vous me l'apprenez certainement. Mais enfin, ce n'est pas important. Ce que je sais, c'est que... C'est très important pour les opérateurs économiques. Hein, c'est très important pour les opérateurs économiques. Mais je sais que nous sommes le pays qui emploie au moins de délestage dans la sous-région. Je suis formel là-dessus. Premièrement. Deuxièmement, pour mettre fin au délestage, nous avons construit une centrale électrique de 100 MW au cours de ce trimestre-là, très certainement, ou tout au plus, au début du trimestre prochain, nous en prendrons livraison. C'est notre réponse, c'est la réponse du président Issoufou à ce problème justement de délestage. Alors l'autre aspect de la question, c'est par rapport au rapport que certains qualifient d'incestueux parfois, que vous entretiendrez avec les institutions de la République, où on se demande est-ce que le président de la République veut contrôler toutes les institutions? Pourquoi? En ayant fait quoi? Ah ben, en tout cas, ça c'est la critique des opposants en disant que par exemple la Cour constitutionnelle de votre pays serait inféodée au pouvoir exécutif du Niger. La Cour constitutionnelle du Niger, par construction, ne saurait être inféodée au pouvoir exécutif du Niger pour une raison très simple. C'est que l'exécutif n'y est représenté que par une seule personne, celle que le président de la République est habilité à nommer en vertu de la Constitution.
Une deuxième personnalité est désignée par le président de l'Assemblée nationale, et en l'occurrence, ça a été fait à l'époque où c'était M. Ahmadou qui était président de l'Assemblée nationale et pouvait désigner son représentant, ce qu'il avait fait. Quant aux autres, 2 sont élus par leur père, par des magistrats. Ça doit être des magistrats du premier et du deuxième grade, respectivement. Un autre est désigné par le barreau, par les avocats, à l'issue d'un scrutin pluraliste, disputé, comme dans toute autre élection de ce genre. Un autre est désigné par les professeurs de droit public de l'université de Niamey. Un autre, enfin, est désigné par les associations de droits de l'homme. Ça, c'est ce qui est prévu de manière formelle et c'est ce qui se fait. Mais le problème, plutôt, c'est au niveau des hommes qui constituent cette institution aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons... que l'on entretient avec ces gens-là aujourd'hui. Nous n'avons rien à voir avec les choix qui sont faits par les uns et les autres. S'ils ont fait de mauvais choix, c'est leur affaire. S'ils en ont fait de bons... Vous pensez que c'est le cas? Ils ont fait de mauvais choix? C'est les opposants qui le disent. Ils leur font cette insulte. Ils assument la responsabilité de l'injure qu'ils font à des personnes désignées par des corporations très nombreuses et qui ont le souci de leur fierté, de leur autonomie et de leur crédibilité. Alors, dans quelques jours, la campagne électorale va commencer, vous allez sillonner le pays, mais il va falloir que vous promettiez quelque chose aux Nigériens. Qu'est-ce que vous leur promettez si vous confiez leur destin pour les 5 années à venir? Nous leur promettrons de continuer et de consolider ce que nous avons entrepris. Je vais vous donner quelques chiffres. Nous avons porté la masse salariale de 96 milliards à 240 milliards. Nous avons parfois doublé le salaire des travailleurs. Nous avons en cela amélioré leurs conditions de vie et leurs conditions de travail conformément à la promesse que nous leur avons faite lorsque nous nous étions mobilisés ensemble pour lutter contre M. Seyni Oumarou et M. Tanja Mamadou qui avaient violé la Constitution, avaient voulu instaurer un régime éternitaire. Mais quand j'entends ces chiffres, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, vous avez découvert une autre source d'argent ou bien vous êtes simplement plus ambitieux et plus stratège? Nous sommes simplement plus avisés dans la façon dont il faut gérer les ressources de l'État. Nous avons eu pour ambition de faire face aux difficultés des Nigériens conformément à la promesse que nous leur avons faite. Et nous l'avons réussi. Le PNDS est-il vraiment l'avenir? C'est ce qu'on verra à l'issue de l'élection présidentielle. Nous serons là, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons sillonner le pays, nous allons donner la parole à tout le monde. Donc l'élection présidentielle, ce sera beaucoup sur Africa 24. Monsieur le ministre, c'était un plaisir pour nous de vous avoir vu dans cette émission. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette émission. Nous vous laissons en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.